Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur le plateau du duel dans le grand format d'Immensé politique ce dimanche 9 mars 2025. Oui, le duel a invité deux hommes politiques pour débattre de l'actualité. Nous avons ce dimanche monsieur Okri Mohamed Assoba. Bonjour. Ah, je salue également les téléspectateurs de ETélé. Merci à vous, monsieur Okri Mohamed Assoba. Je rappelle que vous êtes membre du parti Les Démocrates et en face de vous, Mathieu Koko. Mathieu Koko, bonjour. Bonjour Théodule et bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être présent aussi. Vous aussi, eh bien oui, vous êtes membre du parti UP Le Renouveau et c'est avec vous que nous allons aborder trois sujets. Il s'agit premièrement de Patrice Talon, garant des acquis de la conférence nationale. Où est le problème? Une interrogation. La seconde, le Conseil économique et social, nouvelle formule désormais active pour mieux impacter les décisions des gouvernants. Et puis, en troisième sujet, nous allons nous intéresser à la lettre lancée par les députés responsables du parti Les Démocrates par rapport à l'avis de l'ancien président Boni Yayi qui serait menacé. On s'interroge, qui en veut à l'avis de l'ancien président Boni Yayi? Et nous allons commencer bel et bien par le premier sujet. Il s'agit de la conférence nationale des forces vives de la nation. On s'en souvient, il y a 35 ans, a débouché sur de grandes résolutions politiques, économiques, socio-culturelles. Ce renouveau démocratique nous a permis de mettre en place les institutions de la République et de veiller sur le bon fonctionnement jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors, quelle comparaison pouvons-nous faire entre ce qui se passe aujourd'hui, la mise en œuvre des résolutions de la conférence, et ce qui se passe aujourd'hui, 35 ans après? Sommes-nous en phase avec ces résolutions? Avons-nous avancé sur beaucoup de plans? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Autant de questions que nous nous posons, auxquelles nos invités vont répondre tout de suite. Je vais d'abord poser la première question à monsieur Mathieu Koko. Monsieur Mathieu Koko, 35 ans après, la conférence nationale du Le Renouveau a organisé plusieurs manifestations. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez et pourquoi avoir choisi de marquer cette célébration, ces 35 ans de cette manière-là? Merci beaucoup Théodule. Comme tu l'as annoncé déjà, c'est que 35 ans déjà que notre pays a connu la conférence nationale. Et puis, en sortant de cette conférence, le pays a opté pour la démocratie et une économie libérale. 35 ans après, on s'en souvient, le parti Union Progressiste Le Renouveau a fait une certaine activité, surtout la journée de l'Union, dont la deuxième édition a coïncidé donc avec la célébration de ces 35 ans-là. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier la haute direction politique du parti dirigée par le président Joseph Fifame Diogbenou pour avoir surtout pris l'initiative donc de nous informer, de partager avec la jeune génération ce qui a conduit à la conférence nationale et comment la conférence nationale a contribué vraiment à notre pays d'amorcer donc le processus du renouveau démocratique. Il faut dire que c'est le rôle d'un parti politique de contribuer à la formation de ses militants. Je mets ça dans le palier donc de la formation des militants et surtout parce que aujourd'hui la plupart des militants des partis politiques sont des jeunes qui n'ont pas vécu vraiment ces moments de la conférence nationale. Donc il fallait donc ces gens d'initiative pour les permettre de s'informer, pour permettre donc à ceux-là qui ont vécu la conférence nationale et qui sont encore là, de venir donc témoigner, de venir donc parler de ces acquis de la conférence nationale à la jeune génération. Est-ce que ce n'est pas vu comme une récupération politique ou peut-être à quelques mois des élections générales, il fallait que l'UP Le Renouveau... Il a fallu que l'UP Le Renouveau organise pour qu'on pense que c'est une récupération. Il faut constater que pendant la période, l'UP Le Renouveau n'était pas la
seule structure qui est organisée donc d'activités dans ce sens. La conférence épiscopale a organisé aussi une conférence et d'autres structures aussi. Mais l'UP Le Renouveau a mis beaucoup plus l'accent sur le militant pour permettre à ces militants donc de connaître l'histoire de notre pays. C'est très important. On ne peut pas s'engager en politique et ne pas maîtriser, ne pas connaître ce qui s'est réellement passé pendant la conférence nationale. Et c'est ce que devraient faire normalement tous les partis politiques, réunir leurs militants et leur parler de ce que c'est, de ce qui s'est passé, de ce qu'a été la conférence nationale et de ce que la conférence nationale représente pour le Béninois et pour tous les citoyens de notre pays. Très bien. On ne devrait pas voir ça sous forme d'une récupération politique. D'ailleurs, un parti politique ne fait pas de récupération politique. Très bien. Merci, Monsieur Mathieu Koko. Monsieur Okri Mohamed Assoba, vous êtes membre du parti Les Démocrates. La question qu'on se pose aujourd'hui, 35 ans après cette conférence, quelle lecture vous en faites, vous, en tant que membre de ce parti? Dites-nous la lecture que vous en faites. Une fois encore, merci Théodule Roussa. Je voudrais, à la suite de mon vis-à-vis, Monsieur Mathieu Koko, reconnaître que la conférence des forces vives de la nation de février 1990 constitue un grand tournant dans l'histoire politique, sociale et économique de notre pays. C'est ça. Vous avez dit dans votre propos liminaire que beaucoup de résolutions ont été prises. Nous avons renoué avec le processus démocratique au sortir de cette conférence nationale. 35 ans après, que reste-t-il? Moi, j'aimerais bien d'abord répondre à cette question avant d'embrayer à la réponse à celle que vous m'avez posée. Je voudrais dire que 35 ans après, pour nous qui étions les espoirs de cette conférence nationale, nous sommes un peu restés sur notre faim aujourd'hui, 35 ans après. Parce que je me dois de vous dire, à la conférence nationale en 1990, moi je m'apprêtais à rentrer à l'université. Après avoir connu une première année blanche, celle de 1988, et c'était parti pour que nous perdions à nouveau la seconde année. Quand il a plu au général Mathieu Kérékou, contraint par les difficultés de l'époque, la faillite du système, contraint, disais-je, de convoquer la conférence nationale. Et c'est cette conférence qui a décidé que les activités économiques reprennent après le consensus qui s'est dégagé à cette conférence. Il y a l'esprit et la lettre de la conférence nationale. Quand on jette un coup d'œil sur l'esprit de cette conférence nationale, 35 ans après, on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Nous avons fait des avancées cas, mais je dis que depuis quelques années, il y a fort à craindre pour les grandes décisions que nous avons prises, surtout relativement au recouvrement de nos libertés. Appelons un chat, depuis 2018, le processus démocratique dans notre pays est en train de prendre un coup et ça craint pour l'avenir. Voilà ce que je pourrais vous répondre brièvement par rapport à cette question. Et selon vous, ça dit que nous sommes aujourd'hui en phase avec les grandes résolutions au regard de l'évolution du temps aujourd'hui? Non, les décisions de la conférence nationale ont fait leur temps. Avec les régimes successifs, au début, on a essayé de rester un peu collé à cette grande décision. Rappelez-vous qu'après la transition d'un an, dirigée par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, Premier ministre à l'époque, il y a eu déjà la première élection véritablement démocratique de cette ère-là, parce que nous sortions d'une période où c'était allé dans tous les sens, et les acteurs convoqués à l'époque ont estimé qu'il fallait mettre un coup d'arrêt à cette manière de diriger le pays, de parvenir au pouvoir. Et le premier quinquennat du président Nicéphore Soglo a lancé véritablement le pays sur le plan économique et par la suite également sur le plan démocratique. Ça n'a pas été facile, mais je crois que nous avons tenu bon an, mal an, jusqu'à l'élection de 2016. C'est à partir de 2016 que moi j'ai commencé par noter une rupture par rapport
à cet aspect des décisions prises à la conférence nationale. 2018 déjà, Oui. les acteurs ne se sont plus entendus sur les réformes proposées par le président Patrice Talon, qui déjà en 2017 a voulu réviser la Constitution. Mais les agrégats auxquels il a voulu toucher n'ont pas plu aux autres acteurs qui ont fait échec à cette première tentative de révision. Il y a eu la seconde qui a également échoué. Et je crois que c'est à partir de cet instant qu'il a choisi de prendre par les mesures fortes. 2018, on préparait déjà les élections législatives de 2019, quand subitement est sortie comme d'un chapeau la question du certificat de conformité pour empêcher certains. Quand je dis empêcher... Bon, vous estimez que de toutes les façons, c'est à partir de 2018? À partir de 2018, certains acteurs n'ont pas pu prendre part aux élections législatives. C'est à partir de 2018 que, pour vous, la démocratie... Il y a eu un coup d'arrêt. Il y a eu un coup d'arrêt. Et bon, on essaie de colmater les brèches. Et je prie pour que l'occasion des élections générales de 2026 ne soit pas à nouveau... ne permettent pas à nouveau que nous retombions dans ce que nous avons vécu en 2019, en 2021 et en 2021, essentiellement parce qu'il y a eu ce que vous savez qu'il ne faut pas toujours rappeler parce que ce n'est pas bien. D'accord. Monsieur Mathieu Koko, vous avez suivi Monsieur Okri Mohamed Assoba. Est-ce que vous estimez, pour vous, pour l'UP Le Renouveau, en 2018, la démocratie béninoise a effectivement pris un coup? C'est une interrogation. Merci beaucoup. Je le disais à l'entame de l'émission que, en sortant de la conférence nationale, le Bénin a opté pour la démocratie et puis une économie libérale. Et ce qui a été mis en œuvre déjà à partir de 1991 quand le président Soglo prenait le pouvoir. Okay. Alors, il faut dire que le processus démocratique a fait son cours, a suivi son cours normal. Et puis, à chaque régime, on a ses spécificités. Moi, je ne crois pas que la démocratie est tombée ou bien est à mal depuis 2018. Je ne le dirais pas parce que déjà, pour ce que nous savions bien et qui reste encore dans nos mémoires, ce n'est pas en 2018 qu'on nous a parlé de la démocratie Nescafé. D'accord? Ce n'est pas en 2018 qu'on nous a parlé de la dictature de développement. Nous comprenons donc très bien que quand chaque régime s'installe et qu'ils ont une vision et qu'ils ont une ambition de contribuer, de lancer le sort du développement du pays, il y a en réalité un certain nombre de travers de la démocratie qui les ralentissent et qui les empêchent d'avancer véritablement. Et lorsque vous n'êtes pas un président comme le président Patrice Talon, vous tombez aussi dans ces travers-là. C'est parce que c'était devenu très rigide, parce que quand on parle de la démocratie, vous savez, nous sommes tombés dans les travers liés à la liberté d'expression, nous sommes tombés dans les travers de la corruption, nous sommes tombés dans les travers de l'impunité, et nous sommes tombés aussi dans beaucoup d'autres travers qui ont fait que lorsqu'un régime veut se prendre au sérieux pour conduire un processus de développement, il est tout de suite bloqué par donc ces différents mots qui ont miné à un moment donné la démocratie. Je crois donc que c'était face à cette difficulté que le président Boni Yayi nous disait pendant son mandat qu'une démocratie qui ne peut pas nourrir son peuple est une démocratie Nescafé. Effectivement, à un moment donné, il avait des difficultés et puisque ce que nous appelons acquis, que nous exploitons vraiment à tort et à travers, ne facilitait vraiment pas ces décisions, ne facilitait pas la mise en œuvre de tout ce qu'il avait à faire. C'est dans le même temps qu'il nous a parlé pour dire qu'il va forcer donc le développement et qu'il faut qu'on ait une dictature de développement. Donc ce n'est pas en 2018 au fait. Nous avons connu à partir de 2016 un président qui aime son pays et qui a décidé de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir avancer. Et quelles sont les mesures les plus fortes qui ont été prises par le président Patrice Talon et qui ne plaît pas vraiment
à tous les autres membres de la classe politique, c'est la lutte contre l'impunité. Et ça, eh ben, tout le monde va te dire que ben voilà, et c'est ça, la démocratie, la liberté, c'est la lutte contre l'impunité. Nous ne pouvons plus être dans un régime, dans un pays où certaines personnes sont considérées comme des intouchables. Lorsque tu sais que tu fais entorse aux lois de la République, va rentrer dans un parti politique, commence par critiquer le gouvernement, continue ton activité qui n'est pas conforme. Le jour où on va vouloir te toucher, on va dire, ben voilà, c'est la liberté, voilà, on a voulu, donc ainsi de suite. Donc le président Patrice Talon a rompu avec cela. Et c'est ça en réalité qui fait tout ce que nous entendons parlant de liberté. L'autre chose avec laquelle le président Patrice Talon a rompu également, c'est en réalité ce que nous mettons dans liberté d'expression. En réalité, Théodule, tu sais, et plus que moi, tout le monde le sait, que je n'ai pas encore vu un journaliste ou bien un citoyen interpellé parce qu'il s'est exprimé. Je n'ai pas encore entendu dire que le président Patrice Talon a porté plainte contre un citoyen parce qu'il s'est exprimé et pour l'avoir insulté. Mais le président Boni Yayi l'a fait. Il a déposé une plainte personnellement contre le député candidat Azanaï. Et puis, dans la foulée, finalement, je ne sais pas comment ça s'est passé. On a connu ces choses-là. Donc, c'est pour nous dire que nous sommes arrivés à un moment que notre démocratie, les acquis de la conférence que nous aimons tant, nous les avons maintenus, mais nous sommes en train de les adapter à nos réalités, à faire en sorte que la liberté ne soit pas la porte ouverte à tout et que certaines personnes se considèrent comme les intouchables de la République. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que c'est en 2018. Déjà en 2006 et 2016, on nous parlait déjà de démocratie Nescafé, on nous parlait déjà de la dictature des développements. Donc, nous sommes dans un cours normal et je crois que le Bénin est un pays véritablement démocratique puisque nous sommes en train de faire ce débat ici actuellement. Monsieur Mohamed Okri. Oui. Non, je crois que c'est trop facile de prendre par ce raccourci. Il y a une confiscation des libertés, des processus démocratiques que nous avons connus jusqu'en 2016, prolongés en 2018. Je voudrais rappeler à mon vis-à-vis que, à la veille des élections législatives de 2019, alors que les acteurs ne s'entendaient pas sur ce qui profilait à l'horizon, c'est-à-dire aller aux élections sans l'opposition, le président Patrice Talon lui-même a dit, à l'occasion d'une rencontre qu'il a organisée à la présidence de la République, que ça le dérange que ce ne soit que les siens qui prennent part aux législatives de 2019. Et il a souhaité que les acteurs retournent au Parlement pour trouver une formule pour dégeler la situation. Mais au Parlement, il y avait ses partisans également qui avaient déjà réussi à avoir une majorité de cette législature finissante 2017, parce que rappelons-nous que le BMP est né quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016. Les acteurs politiques qui n'ont pas soutenu sa candidature, dès qu'il a pris le pouvoir, comme ça se passait jusque-là, ont retourné leurs vestes et se sont arrangés pour se retrouver dans son camp et ont mis en minorité le Parlement que le président Patrice Talon est venu trouver. Donc, à cette occasion, ce conclave présidé par le président de l'Assemblée nationale de l'époque n'a pas pu trouver un terrain d'entente. Et puis, on est allé aux législatives de 2019 qui a accouché du Parlement que vous connaissez, le Parlement monocolore. Revenir pour dire maintenant que c'est parce que le président Patrice Talon a décidé de mettre fin à un certain nombre de choses que on en veut à ce qu'il fait. Moi, je redis que c'est un raccourci. Quand le président Yaye Boni a parlé de démocratie Nescafé, c'était un diagnostic qu'il a posé par rapport à la situation. Lorsque, plus tôt, depuis des années en arrière, nous disions que le multipartisme intégral n'est pas ce que nous étions en train de vivre avec près de 200 partis politiques, c'est des diagnostics, mais quand on vient et qu'on préteste de ces diagnostics pour passer d'un extrême à un autre, moi je dis que quelque part,
on met à mal l'esprit de la conférence nationale et une décision de la Cour constitutionnelle dans notre pays a même érigé le consensus en, comment on dit, Là, vous touchez. oui, Là, une décision de Cour constitutionnelle qui a dit que oui. le consensus a valeur constitutionnelle dans notre pays. Mais regardez, depuis 2018 jusque-là, est-ce qu'il y a encore consensus dans l'organisation des élections? Non. Il y a un groupe qui s'est arrangé pour être majoritaire depuis les législatives de 2019, et puis c'est eux qui en imposent à tout le reste. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour notre vivre ensemble. Il faut faire les choses en sorte que ce soit l'électeur final qui départage les acteurs Est-ce que, politiques. Monsieur Cré, une question pour vous. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, les acquis de cette conférence-là ont été sauvegardés? Si oui, pourquoi sinon? Est-ce que nous ne sommes pas tous responsables? Non, globalement, Oui. les élections majeures, quand je prends sur le plan politique, hein, Oui. on va revenir sur les autres aspects. Globalement, nous n'avons encore raté aucune élection présidentielle depuis cette historique conférence des forces vives. C'est qui est à saluer. C'est à saluer parce que tous les États qui, à la suite du Bénin, ont organisé des conférences nationales n'ont pas pu maintenir le cap comme le Bénin actuellement. Il suffit de prendre les pays de l'AES. Très bien. Ils ont tous organisé des conférences nationales. Le Mali, le Niger, le troisième, Le Burkina? le Burkina. Je n'ai pas souvenance que le Burkina ait organisé une conférence nationale, mais il y a eu une révolution Oui. qui a fait tomber le Blaise président Compaoré. Compaoré, Ouais. et puis ils ont renoué avec les processus démocratiques. Mais là, on voit comment ça se passe. Donc moi, je dis que pionniers que nous fûmes au sortir de cette conférence nationale, nous sommes pratiquement passés nous sommes dans le peloton de queue aujourd'hui, et ce n'est pas bien pour un pays comme le Bénin, où nous sommes attachés à nos libertés, nous sommes attachés à la parole donnée, mais il va falloir qu'on trouve la meilleure formule pour que on ne passe pas à autre chose. Moi, j'y tiens beaucoup. Très bien. Et quelle formule devons-nous trouver, monsieur Mathieu Coco? Je ne parlerai pas du tout de formule tout de suite. Je crois que M. Okri a évoqué un certain nombre de sujets concernant donc le processus des élections. Je crois qu'il a beaucoup plus mis la science sur les élections de 2019. Oui, qui relève du passé. Qui relève vraiment du passé. Et je ne crois même pas qu'on peut juger ou bien on peut essayer donc maintenant de capitaliser les 35 ans de la conférence nationale à partir de ces élections-là. Mais parlant de ces élections, je crois que nous nous sommes retrouvés à un moment où certains acteurs politiques n'ont pas voulu se départir donc des anciennes habitudes et qu'on a voulu à un moment donné créer un blocage qui en réalité, le chef de l'État, ce qu'il avait dit, c'est qu'il est peiné, d'accord, et qu'il serait à la place de ces partis qui feraient tout pour participer à ces élections-là. Quand le chef de l'État a demandé qu'on aille au Parlement, ce n'est pas les partis du bloc de la majorité présidentielle qui ont bloqué le processus. S'il vous plaît, nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie par rapport à 2019. Pour tout ce qui est du reste, je crois que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Moi, je ne pense pas que le Bénin est dans le peloton même pas dans l'espace CEDEAO. Quand on prend tous les pays de l'espace CEDEAO, je crois que nous faisons partie des pays où l'alternance au pouvoir est fréquente et que les élections intermédiaires sont régulièrement organisées. L'autre chose que je pense qu'il faut retenir de tout ce qui est en train d'être fait, c'est que le Bénin a su adapter la démocratie à son modèle de développement qu'il a choisi. Et qu'aujourd'hui, nous sommes face à une gouvernance qui fait prospérer le pays, même si on pense à gauche et à droite que non, ben voilà, aujourd'hui par exemple, depuis bientôt plus de 5 ans, le Bénin connaît des années scolaires sans grève. Depuis plus de 10 ans, les hôpitaux et autres ne sont plus secoués par des grèves sauvages. Je parle bien de grèves sauvages. La grève n'a pas été interdite ni supprimée dans notre pays. La grève a été régulée. Et puis, ce sont des avancées que, selon moi, je pense personnellement que
Je mets au défi les démocrates que qu'on leur donne le pouvoir demain, qu'ils nous disent que bon, à partir d'aujourd'hui, on retourne à l'ancien système, vous pouvez gréver comme vous voulez, vous pouvez faire 4 jours sur 5 et puis 8 mois sur 9. Ils ne le feront pas. C'est un acquis et que même tous les pouvoirs qui viendront ne vont pas remettre ça en cause. Et ça, il faut féliciter le président Patrice Talon pour ça. Il fallait en réalité prendre de ces genres de décisions courageuses qui vont nous permettre en réalité de prendre le chemin du développement. On ne peut pas faire la démocratie comme la France. On ne peut pas faire la démocratie comme d'autres pays. Ils n'ont plus de routes à construire, ils n'ont plus d'écoles à construire, ils n'ont plus d'eau potable à donner à leur population. Donc, à partir de ce moment, je crois que aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Et comme l'a dit le chef de l'État lors de son dernier discours sur l'état de la nation, le Bénin a retrouvé son chemin et c'est irréversible. Très bien. Monsieur Okri, est-ce que vous acceptez que Patrice Talon soit considéré aujourd'hui comme le garant des acquis de la conférence nationale, celui qui a perfectionné ce que nous avons acquis jusque-là en donnant une forme beaucoup plus révolutionnée tout en restant dans l'esprit de la conférence. Avec le développement que j'ai fait précédemment, ce serait vraiment surprenant que j'acquiesce. Je crois plutôt que le président Patrice Talon est en train de mettre sérieusement à mal ses acquis concernant l'aspect politique. Parce que lorsque M. Koko dit, bon, nous avons choisi un développement, nous essayons d'y aller, je voudrais vous rappeler que en 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus exactement, il y avait un acteur politique qui combattait le régime de faim, le régime du président Yahi Boni, qui disait, mais on était déjà vers la fin du second quinquennat du président Yahi Boni. Et il disait, ben, écoutez, les choix qu'on fait en de pareils moments sont des choix qui engagent toute la nation et qu'il faut qu'on en discute. Je voudrais nommer le professeur Joseph Djobinou, qui, depuis 2016, est un acteur majeur de la gouvernance. Ce qui se fait depuis 2016, est-ce que les points de vue des autres acteurs politiques sont pris en compte? Non. On nous dit, bon, j'aurais bien voulu que nous discutions de la définition du concept de développement avec M. Koko. Ce n'est pas en érigeant des infrastructures par-ci, par-là qu'on développe un pays. Un pays, c'est cela et surtout le capital humain. Quand nous prenons les indicateurs de développement humain, l'IDH, s'il veut être... je dois choisir les mots pour ne pas l'effaroucher. S'il veut être sincère avec moi, il doit reconnaître que les indicateurs ne sont pas au vert par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon. C'est vrai, je le reconnais. On a réglementé les grèves depuis un certain nombre d'années. Il n'y a plus les grèves sauvages. C'est une avancée, il faut le saluer. Dans le secteur de la santé, c'est une avancée, il faut le saluer. Mais les acteurs de ces secteurs, comment ils sont traités? Il y a une grosse question. Quand vous réglementez, il a bien fait. Il a été habile en disant qu'on n'a pas interdit, on n'a pas supprimé. Et ça, c'est vrai. Ça a été régulé de sorte que les groupes syndicaux n'ont plus de grande marge de manœuvre. Quand on dit que sur l'année, vous avez droit à faire, je crois, une dizaine de jours de grève, c'est pour vous dire que, bon, on ne vous craint plus. Mais, ce faisant, quand je prends le secteur des travailleurs, depuis 2016, ce n'est pas la joie. Est-ce que, au prétexte qu'on nous érige des infrastructures, il faut affamer le peuple? C'est là la question. Monsieur, vous avez parlé de restriction des libertés, mais vous êtes allé jusqu'à donner l'exemple des grèves aujourd'hui qui ont été recadrées. Mais est-ce qu'il y a de liberté sans encadrement, sans qu'on ait des limites? Je suis d'accord avec vous et avec mon vis-à-vis qui dit liberté dit responsabilité. La différence entre le président Patrice Talon et le président Yahi Boni est que le premier que j'ai cité, notre chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, il n'a pas
à s'entourer des humeurs des uns et des autres, pas entouré, à se laisser aller aux humeurs des uns et des autres. Quand il estime qu'il faut poser un tel acte, il y va, il y fonce. À l'opposé du président Yahi Boni, qui était à l'écoute des acteurs, qui le tiraient dans tous les sens. C'est ça la différence. Et maintenant, pour le président Patrice Talon, ça veut dire donc que le président Yahi Boni, puisque c'est lui le précédent immédiat du président Patrice Talon, c'est pourquoi on en parle le plus fréquemment. Oui. Lui et les autres auraient dû faire les réformes que le président Patrice Talon est en train de faire actuellement, que ce serait passé peut-être par dose homéopathique. Mais lorsque vous passez du kit au double, les autres acteurs se disent, mais il fait tout ça, mais c'est à son profit. Oui, c'est à son profit parce que la majorité parlementaire dont dispose le président Patrice Talon aujourd'hui, nous savons comment il a obtenu. Les législatives de 2023, nous savons comment ça s'est passé. Comme vous le dites, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais nous, les démocrates, nous disons qu'il faut avancer. Avancer, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'à l'occasion des élections générales de 2026, il n'y ait plus de « on m'a grugé, on m'a empêché, on m'a volé mon scrutin ». Nous ne voulons plus que ces phrases-là reviennent. C'est pourquoi nous avons dit le code électoral qu'ils ont mis en place, c'est un code à leur profit. Mais nous, on a dit, nous l'avons déjà dit et répété à les démocrates que nous ne voulons plus pleurer sur le lait renversé. Que le chef de l'État accepte de le modifier ou pas. D'ailleurs, il a déjà dit récemment, quand il a rencontré le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, audit d'ailleurs que ses partisans ont balayé du revers de la main, il a dit qu'il n'entend pas revenir sur le code électoral ni sur les assises. Oui, un homme prévenu en vaut deux. Nous aussi, nous sommes en train de prendre nos dispositions pour y aller. Et ce qu'ils attendent, ça risque d'arriver. C'est d'avoir un Parlement monocolore aux couleurs de l'aide démocrate en 2026. Mais nous, on ne souhaite pas qu'il en soit ainsi parce que nous avons dit, mettons-nous ensemble pour construire notre pays. Mais quand on estime que c'est soi qui dispose de la meilleure façon de développer le pays et les autres, ils ne sont que des faits valoir, ça va continuer de semer la tension dans le pays. Nous n'avons pas besoin de tension. Nous avons besoin d'être en paix pour avancer. Merci, M. Okri, Mohamed Assoba. M. Mathieu Koko, votre réaction pour qu'on évolue, pour qu'on sorte de ce sujet pour aborder d'autres. Vraiment que Théodule soit en mesure de me laisser parler autant, c'est pas sûr. Allez-y. Je ne vais pas réagir pour réagir. Je partage avec mon vis-à-vis un certain nombre de points parce que qui dit vraiment liberté parle de responsabilité et que le diagnostic en faisant la différence entre le président Patrice Talon et le président Boni Yahi, je dirais en réalité que le président Patrice Talon est un homme de rigueur, est un homme qui n'est pas parvenu au pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir par hasard. Il a effectué véritablement le diagnostic et puis il connaît les maux dont souffre notre pays. Et quand il est venu, il s'en est attaqué à ça. Par rapport à ce que vous avez dit pour les choix que fait un pouvoir, le président Joseph Djogbe nous disait en 2015 que quand on est au soir du mandat, quand on est à la fin du mandat, on ne fait plus des choix qui engagent ou bien un certain nombre de choix. Mais en réalité, c'est comment faire parce que la crainte en 2015, c'était l'organisation donc des élections. Tous les choix que le président Patrice Talon a eu à faire, ce ne sont pas des choses dont les Béninois sont restés rien ne nous a surpris parce que le président Patrice Talon a tout annoncé déjà dans sa campagne, dans son projet de société. Il a annoncé qu'il fera des réformes institutionnelles. Il a annoncé qu'il va réviser la Constitution. Il a annoncé aussi qu'il fera une lutte implacable donc, contre l'impunité. Donc je ne crois pas que les Béninois soient surpris donc, de tout ce qui a été fait. D'ici le président Patrice Talon, le garant des acquis de la conférence nationale, je dirais oui. Je dirais oui tout simplement parce que le développement du
du capital humain, vraiment, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il faut dire tout simplement que l'homme est au cœur de tout ce que fait le président Patrice Talon. Quand je dis que l'homme est au cœur de tout ce que fait le président Patrice Talon, c'est lorsque je parle par exemple de l'eau potable. L'eau potable, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Et puis, quand un président décide de faire en sorte que l'eau potable soit partout et que la couverture est en train d'avancer, sérieusement, comme cela se passe actuellement, c'est le capital humain qui est au centre de ça. Et que ça, là aussi, il faut le capitaliser. Il faut dire que c'est une avancée que le Bénin a gagnée comparativement à tous les autres régimes. Parlons par exemple des cantines scolaires. C'est aussi ça. Parlons par exemple des soins aux enfants de 0 à 2 ans. De 2 ans. C'est aussi ça. Le projet H est en plein expansion. Donc, je crois personnellement que, parlant donc des acquis de la conférence nationale, le Bénin, qu'on le veuille ou pas, a fait de grands pas. Et ces pas de géants qui ont été effectués, il faut que nous travaillions donc à les conserver. Il faut que nous travaillions donc à continuer sur ce chemin-là. Il faut que nous travaillions pour que tout ce qui nous manque aujourd'hui, tout ce qui n'est pas encore parfait, puisse être une continuité dans l'avenir. Et peu importe ce que 2026 réserve, comme d'autres le disent, moi je pense personnellement qu'il faut travailler à renforcer les partis politiques et faire en sorte que les partis politiques soient les acteurs qui décident donc des choix politiques pour un pays et qu'on n'ait plus des parvenus à la tête de notre pays et que le scénario qu'on a connu de 2006 à 2016 soit pour nous vraiment un passé honteux auquel il ne faut plus jamais s'y retourner parce que pendant cette période-là, le Bénin a connu des événements très douloureux, très difficiles et qui ont affaibli non seulement le pays, les institutions, mais aussi la population béninoise. Et je ne vous apprends rien lorsque je vous parle des plus grands scandales financiers que le Bénin a enregistrés pendant son existence ont eu lieu entre 2006 et 2016. On n'a pas oublié ICC Service, on n'a pas oublié les scandales de la Sensad, on n'a pas oublié PPA 2, on n'a pas oublié Maria Greta 1 ou 0. Donc tout ça, il faut que plus jamais cela n'arrive dans notre pays. Et c'est à cela que l'Union progressiste, le Renouveau et tous les autres partis de la mouvance convient les Béninois. Il faut que plus jamais le Bénin ne se retrouve plus dans ces circonstances, dans ces situations-là. Oui, il y a M. Okri qui demande à parler. Nous allons vous accorder 1 minute 30 secondes, s'il vous plaît, pour... oui, allez-y, parce que nous allons... Oui. Je suis content que M. Coco évoque des faits précis. L'eau potable, c'est vrai, l'eau potable c'est pour les humains et aussi pour les animaux d'ailleurs. Bien sûr. Mais il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Le choix fait par le régime de président Patrice Talon est en train de leur poser un sérieux problème que nous, acteurs politiques ou personnes vivant dans la masse, nous notons. Ils ont mis un terme à l'hydraulique villageoise. C'est-à-dire creuser, aller dans les villages, creuser un point d'eau parfois pour un petit hameau, parce qu'ils ont estimé que c'est coûteux et qu'il faut faire en sorte que dans le plus petit hameau, que le Béninois ait l'eau en tournant le robinet. À l'occasion de son discours sur l'état de la nation le 20 décembre dernier, le président Patrice Talon a effleuré la question. Il a donné un indicateur que seuls les spécialistes connaissent. Et ces spécialistes se sont étonnés quand vous parlez du taux de pénétration. Or, nous, on a toujours parlé du taux de couverture en eau potable. Il y a un problème à régler à ce niveau. Je laisse le soin à M. Coco d'aller fouiller. Les cantines scolaires, on nous rabâche les oreilles depuis des années avec ça. Moi, je dis c'est... Voyez-vous, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Lorsque vous dites que les enfants en milieu rural, majoritairement, doivent manger un repas chaud par jour pour pouvoir rester à l'école, et que les parents de ces enfants, vous leur confisquez leur production agricole, soja, acajou et autres, et que même les 25 francs que l'enfant doit amener à l'école les matins, parce qu'ils ont une contribution à donner,
le parent n'est pas en mesure de donner les 25 francs et que parfois on est obligé de renvoyer l'enfant pour aller chercher les 25 francs, moi je dis c'est de la poudre aux yeux. Ne nous mentez pas. Ne mettez pas en avant des choses que des gens à l'extérieur ne peuvent pas vérifier parce qu'ils ne vivent pas au Bénin. Nous on vit au Bénin. Vous avez parlé des scandales. Donc, je vais lui répondre sur cette question. Oui, parce que je vais finir. Oui. Sur les scandales, il dit que c'est en 2006 et 2016 qu'il y a les plus gros scandales. Depuis 2016, mais les gros détournements. Il me répondra que, bon, avec le président Patrice Talon, quand on vous prend, on vous punit. Mais on continue d'en prendre. Les gros détournements, ça existe. Les rapports d'audit qui sont au BAI, je le mets au défi de me dire que le président Patrice Talon peut publier tous ces rapports d'audit-là. Pourquoi on nous dit, bon, qu'il est rigoureux, il fait ci, il fait ça? Non. On sait bien ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous disons, on doit se mettre ensemble. Quand le président Patrice Talon dit, non, je n'ai pas d'assises à faire, moi, je ne lui en veux pas. Parce que je me rappelle que sous le président Yahi Boni, on a demandé, lui aussi, il a refusé. Donc, chaque chef d'État est frileux par rapport à la question des assises. Pour finir... Qui constituent des questions sensibles. Oui, des questions sensibles. Mais au point où lui, le président Patrice Talon nous a conduits, moi je pense qu'il a plutôt intérêt à accepter ces assises. On n'ira pas aux assises pour proclamer la souveraineté et lui demander de quitter le pouvoir. Non, ce n'est pas le sujet. Trouvons des terrains d'entente sur les questions essentielles. Merci beaucoup. C'est ce que nous on demande. Et nous avons dit à les démocrates que si les règles sont équitables pour tous, et que nous perdons les élections, nous ferons amende honorable. Mais si d'autres vont se cacher derrière le code ou d'autres artifices, les institutions installées à leur profit pour confisquer à nouveau le pouvoir à l'occasion des élections générales de 2026, je crois que ça va être difficile. Mais, merci, nous n'allons pas, nous avons passé assez de temps sur ce sujet qui constitue... J'attire votre attention. Vous estimez... Vous estimez que le temps a été inégalement réparti, vous avez quand même eu le temps, monsieur Mathieu Koko, de répondre aux interventions de monsieur Okri. Oui, nous avons parlé longuement, insisté sur les réformes que le président Patrice Talon a engagées, entre autres réformes, le Conseil économique et social qui a été, reformé, installé, mis en œuvre. Et donc, ce travail qui vient d'être fait, certainement pour mieux imparter, monsieur Mathieu Koko, pour mieux imparter les décisions prises par les gouvernants aujourd'hui. Avez-vous la même perception des choses? Non, il faut dire que, comme on le remarque depuis son accession au pouvoir en 2016, contrairement à ce que pense M. Okri, le président Patrice Talon, dans la plupart de toutes les réformes qui ont été opérées, c'est pour, en réalité, le bien-être. C'est pour le bien-être des Béninois et surtout pour ce qui profite au pays. Moi, je ne pense pas que le gouvernement confisque les produits agricoles des paysans. C'est les démocrates qui en réalité en font en réalité une musique qu'ils dansent le plus. Mais je crois personnellement que les choix qui sont faits sont les choix qui arrangent le pays, les choix qui arrangent les populations. Et c'est en réalité dans cette même lancée que s'inscrit tout ce qui a été fait jusque-là. Dire que les cantines scolaires sont en réalité une façon de... Non, je vais revenir là-dessus. Très rapide possible. Je vais revenir là-dessus parce que vous l'avez laissé faire... Dire que les cantines scolaires, c'est manquer en réalité d'élégance. C'est manquer en réalité d'élégance parce que, quel que soit ce qu'on l'on dit, quel que soit ce que nous pensons, je ne pense pas que les noix d'acajou ou bien les soja et autres sont les repas qu'on offre aux enfants. Et dire aussi que les produits sont confisqués, je ne crois pas parce que tous les paysans vendent leurs produits et ils les vendent à qui ils veulent. Donc, l'État a juste réglementé et organisé. Vous n'allez pas sortir les produits du pays parce que nous avons des industries en place qui ont besoin de la matière première. Un État ne peut que faire ça. Parce que là où vous allez le vendre au Togo, c'est parce qu'ils l'utilisent aussi pour leurs usines. L'État dit, c'est libre, les intermédiaires peuvent venir acheter. Ce que faisaient les amis de nos démocrates avant. C'est parmi eux qu'il y a peut-être des gens qui vont dans les champs ou pour aller acheter chez les paysans, aller vendre ailleurs.
On a supprimé donc les intermédiaires. On dit si vous voulez sortir s'il vous plaît, si vous voulez sortir les produits du pays, ce n'est pas grave, vous allez les sortir par la voie normale. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Pour les réformes donc, concernant le CES, merci. Je crois que le président Patrice Talon est resté en harmonie avec ce qu'il a promis aux Béninois donc, depuis 2016. Le CES que nous avons aujourd'hui, c'est un CES complètement réformé qui permet en réalité à ces femmes et hommes désignés de se retrouver vraiment dans la gouvernance, d'être au cœur même de la gouvernance, de tous les dispositifs qui sont en place, d'être en contact avec la communauté qui constitue donc les populations, d'être en contact, de pouvoir, d'avoir une voix au niveau de l'exécutif et une voix aussi au Parlement. Désormais, les membres du Conseil économique et social peuvent intervenir donc dans les commissions au niveau du Parlement, peuvent donc défendre donc leur point de vue au niveau du Conseil des ministres. Je crois que c'est une bonne chose. Cela veut dire que ce n'est plus une institution où on ne sait vraiment pas ce qu'ils font, on ne sait pas si ce qu'ils proposent est véritablement pris en compte. Ils ont maintenant la latitude donc d'aller défendre ou bien de faire des propositions ou bien de donner même leur avis sur le projet de loi qui touche donc aux programmes socio-économiques et autres. Je crois que s'il y a une chose encore à féliciter, c'est cela, et il faut le reconnaître et le mettre à l'actif du président Patrice Talon. Très bien, merci. Monsieur Mohamed Okri, un conseiller économique et social reformé, nouvelle formule dans laquelle tout le monde se retrouve, et même les démocrates. Aujourd'hui, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde, monsieur Okri. Dans mon temps de parole, relativement à ce sujet, permettez-moi de relever une inexactitude formulée par M. Coco. D'abord, il dit que ce sont les démocrates qui achetaient Ah, vous avez dit les démocrates? Ah bon, ok. Je vous concède alors. Voilà, donc c'était des Béninois, voilà, qui rachetaient. Ça, je vous le concède. Parce que finalement, on ne sait plus à qui profitait le crime. Qui rachetait. Les paysans ne se plaignent pas, mais c'est les démocrates qui se plaignent tout le temps. Non. On ne sait plus à qui profite le crime. Les Béninois. À qui profite finalement les Béninois qui rachetaient le soja. C'était les démocrates. Le rachetaient à un prix qui ne permettait pas aux paysans de se plaindre. Ah, vous venez. Vous dites désormais, nous convoyons tous à Glodjibé. Non, il y a d'abord l'interprofession. Alors, parlez d'abord des interprofessions. Nous allons mise en place des interprofessions. Non, mais écoutez, oui, c'est parce que les cris étaient allés dans tous les sens que l'État contribue juste à l'arbitrage. L'État ne fixe pas les prix. S'il vous plaît, monsieur Mathieu. L'État ne fixe pas les prix. Je ne l'ai pas interrompu. Oui, allez-y. Je sais m'y prendre à ce jeu. S'il vous plaît. S'il faut qu'il m'interrompe, je l'interromprai quand il prendra la parole. Non, nous n'allons pas offrir ce spectacle. Donc, on dit désormais, il y a des usines à Glodjibé pour l'industrie nationale. On doit tout convoyer et on achète à un prix qui décourage le producteur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça ne se passera plus avec le Conseil économique et social. Non, j'en viens. On va en venir au Conseil économique. Deuxièmement, la dernière loi des finances en cours, je ne sais pas si M. Coco est au courant d'une disposition qui dit que quand les opérateurs de la GIZ ont fini de transformer le GDIZ, le reste, ils peuvent l'exporter sans taxe. Dans quel pays sommes-nous? Vous avez pris à vil prix auprès des paysans, vous avez transformé, le reste, le delta, vous pouvez vous permettre de l'exporter. Voilà la gouvernance qu'on nous propose. Pour revenir au Conseil économique et social, je dis que le président Patrice Talon il donne l'impression qu'il est le plus intelligent de tous, mais nous, c'est comme des paysans accroupis dans un champ de haricots. Vous ne pouvez pas vous cacher. Chacun voit chacun. Le CES version 2024 et le CES version 1992 ont ceci de différent que c'est seulement la composition qui a changé. L'objet n'a pas changé. C'est donc une institution budgétivore pour récompenser des amis politiques qu'on a laissés sur le carreau depuis 2016. On est passé de 30, j'en arrive, oui. On est passé de 30 à 127. À quelle fin? On a créé
des CS départementaux et un CS national. Et ceux qui sont choisis de part et d'autre pour animer le CS version qui vient d'être installé, qui a un mandat transitoire qui finit à l'occasion des élections générales de 2026, je ne vois pas ce qu'il y a de différent entre ce qui se faisait naguère et ce qui a été fait. La différence, c'est que, la grosse différence plutôt, est qu'ils ont sorti les centrales syndicales du jeu. C'est pour récompenser des amis politiques. Ce que a dit mon ami, que désormais ils vont faire ci, désormais ils vont participer à ça, c'était toujours dans la loi organique du CES. Donc, rien de nouveau à ce niveau. Mais c'est sur la composition qu'on passe de 30 à 127. À quelle fin? Tous ceux-là auront des indemnités. Pendant que, il n'y a pas si longtemps, on a créé les ministres conseillers en doublon au gouvernement. Voilà encore ce qu'on vient de faire. Vous me direz, et ça, je l'attendais sur cette estrade, pourquoi les démocrates acceptent d'y siéger. D'abord, je vous rappelle que nous avons voté contre la loi organique parce que nous avons estimé que ce n'est pas normal. Les syndicats ont saisi, les centrales syndicales ont saisi le parti Les Démocrates parce qu'ils sont présents au Parlement et ils ont entendu raison, ils ont voté contre. Mais comme nous sommes d'une minorité qui ne peut pas empêcher les lois ordinaires d'être votées, ça a été voté. Dès que c'est voté, ça devient une loi d'État. Et quand c'est une loi d'État, si on nous demande de pourvoir aux postes qui nous reviennent, nous n'avons pas dit non. Parce qu'il faut être là où ça se passe. Désormais. Voilà ma réponse. Désormais. Oui, merci à vous. Nous allons évoluer pour aborder très rapidement. Nous n'avons pas plus que 5 minutes à passer avec vous pour nous intéresser, Monsieur Okri, à la lettre donnée par le Parti Les Démocrates, signée le 26 février dernier à Parakou, où on nous annonce que la vie de l'ancien président Boni Yayi, actuel président des démocrates, serait en danger. Monsieur Okri, dites-nous qui en veut à la vie du président Yayi Boni, s'il vous plaît. Je ne pourrais pas tout de go identifier qui en veut à la vie du président. Oui, je sais, c'est une question pour embrayer sur les réponses à venir. Il y a un fait. Le président du parti Les Démocrates a un statut qu'il ne faut pas ignorer. Il est un ancien président de la République et malgré cela, il a accepté de prendre les rênes du parti pour des raisons propres à nous militants du parti. Et la lettre qui a été donnée n'a pas été donnée que par les députés du parti Les Démocrates. C'est avec tous les cadres, les responsables du parti. Et quand ça prend ce caractère, ça suppose que ce n'est pas de la plaisanterie. Et cela postule que ceux qui sont en charge de la sécurité du citoyen béninois prennent le sujet à bras le corps pour voir un peu de quoi ça retourne, plutôt que de répondre que ici on travaille. C'est la réponse que le porte-parole du gouvernement nous a servi récemment. C'est décevant. Merci, Monsieur Okri. Monsieur Mathieu Coco, à qui profiterait peut-être ce qui est dénoncé ou la lettre qui est lancée dans ce communiqué? Bon, on a lu le communiqué comme tous les Béninois. Nous voudrions vraiment bien croire en sa sincérité et en sa réalité. Parce que ce n'est pas la première fois que ces genres d'alerte soient donnés et que le président Boni Yayi étant un ancien président de la République, donc il bénéficie d'un certain nombre de privilèges, à savoir une garde qui le protège et qui le suit. Et je pense bien qu'il bénéficie de cela. Et aussi, que ce soit le président Boni Yayi et que tous les cadres du parti, les démocrates ainsi que les députés, je crois que l'information étant vraiment vérifiée à leur niveau, ils connaissent les voies légales qu'il faut emprunter et exhiber effectivement les preuves
de ce que nous avons constaté ci ou ça concernant la sécurité de notre président et saisir la justice et saisir donc les structures compétentes pour pouvoir régler une question de ce genre. Je ne pense pas que cela devrait se régler dans des communiqués ou bien on a comme impression que nous sommes à la recherche d'une victimisation ou bien chose là. Ces questions liées à la vie d'un ancien président devaient se régler et puis prouver à la justice que nous avons tel élément qui prouve que la vie de notre président est menacée. Et si la justice ne s'occupe pas de cela comme cela se doit, je crois qu'en ce moment, on peut nous sortir un communiqué pour nous dire donc qu'il y a un problème. Je considère qu'il y a une sincérité dans ces dits et que vivement, ils n'ont qu'à emprunter les voies légales pour pouvoir régler cela. Très bien. Monsieur Okri, merci. Est-ce que vous n'ayez autre chose à ajouter? Mais une autre question que les Béninois voudraient vous poser, ça c'est la dernière question. Mais qu'est-ce qui explique l'inertie, la non-observance, la présence, l'activité des démocrates au cours de la célébration des 35 ans? Est-ce que ça dit que ça ne dit vraiment rien au parti Les démocrates, les 35 ans de la conférence nationale? Pourquoi n'avez-vous pas célébré ces moments? Non, ce n'est pas que ça ne nous dit rien. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, on a entrepris d'empêcher le parti Les démocrates de s'exprimer. Je ne dirai pas tout de go que cela explique ceci, mais je crois que on est toujours dans la fièvre des 35 ans de célébration de cette historique conférence nationale et qu'on ne peut pas tout de go dire que le parti Les démocrates ne s'intéresse pas à la question. Récemment, une chaîne de télévision internationale a organisé un débat entre les acteurs, les différents acteurs. Voilà des choses que nous, on souhaite et on salue. Ils ont invité le parti Les démocrates ainsi que les autres partis de la majorité présidentielle. Nous y étions. Le clergé a organisé une cérémonie à Kpakpa la dernière fois. Les responsables des partis démocrates à titre individuel y étaient. Ben, si quelque chose se cuisine à l'interne par rapport à l'événement, je ne saurais le dire de ma position. Très bien. Merci à vous, Monsieur Okri Mohamed Assoba. Je rappelle que vous êtes membre du parti Les démocrates. Vous étiez en face de Mathieu Koko, membre du parti UP Le Renouveau. Trois sujets étaient au cœur des échanges ce dimanche. Il s'agit bien de Patrice Talon, garant des acquis de la conférence nationale. Où est donc le problème? Le Conseil économique et social réformé, nous en avons parlé. Et puis également, la lettre lancée depuis Parakou le 26 février dernier par les députés et responsables du parti Les démocrates au sujet de la vie de l'ancien président Boni Yayi, président donc du parti Les démocrates, qui serait en danger. Mais à qui profiterait cette alerte, cette information, si cela s'avérait vrai? De toutes les façons, les uns et les autres ont apporté ici même les commentaires, les analyses, leur avis par rapport à ces différents sujets. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dimanche, c'est politique se poursuit. Le duel prend fin ainsi. Merci de nous suivre en tout cas sur l'ensemble de nos canaux digitaux. N'oubliez pas, Dimanche, c'est politique juste après nous, 26 minutes en Afrique et dans le monde avec Maël Larson va se prendre.